Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est l'imam de la mosquée de Bordeaux, Tarek Obro. Bonjour Tarek Obro. Bonjour. Monsieur Tarek Obro, vous défendez depuis des années en France, à travers vos écrits, vos prises de position, un islam ouvert, un islam libéral, un islam de France. Qu'est-ce que c'est l'islam de France aujourd'hui pour vous? Écoutez, il y a un seul islam de par ses références, mais il y a l'islam multiple selon les contextes. Et donc, un islam acculturé d'une certaine manière, dans son aspect, je dirais, horizontal, dans le domaine du rapport à l'autre. L'islam est une foi, c'est un culte, mais il est également une relation à l'autre. Et cela dépend du contexte culturel où se trouve le musulman. Et donc, il y a un aspect variable de l'islam, celui d'une éthique acculturée qui prend en considération le contexte où vit le musulman, en l'occurrence la culture française. Mais pour réussir un islam de France, il faudra au préalable réussir au moins deux chantiers, M. Tarek Obro. L'organisation de l'islam et aussi la refondation de la pensée théologique. Commençons par l'organisation. Vous considérez que la CFCM, le Conseil français du culte musulman, ne représente plus rien. Vous proposez un conseil des imams de France. Comment on peut constituer un conseil des imams et en quoi va être différent du conseil de CFCM? Non, je prône trois éléments constitutifs de la représentativité du culte musulman. Il y a un organe qui s'occupe de la gestion temporelle du culte, et donc c'est le CFCM ou un équivalent, dont la tâche c'est de gérer le culte dans le sens temporel administratif. Et puis il y a un organe de financement. On a besoin d'une indépendance financière, donc on doit penser une organisation justement financière pour subvenir aux besoins logistiques et financiers du culte musulman de France. Et puis on a besoin d'un organe purement théologique, canonique, celui qui admettra en son sein les ministères les ministres du culte, c'est-à-dire les imams, les prédicateurs, les aumôniers, etc. Donc, il s'agit d'une représentativité à trois pièces. Mais on en est où de ce projet? Est-ce que vous avez commencé justement à fonder cet organe? Mais écoutez, il y a des initiatives un peu partout qui voient le jour à partir de la base. On constate actuellement que le CFCM ne fonctionne plus, il souffre des divisions internes, et donc parce que c'est une institution qui est contre nature, c'est-à-dire elle a été imposée d'une certaine manière, le mieux c'est d'organiser cette organisation de par la base depuis les départements. Je pense que c'est la meilleure manière de construire un organe représentatif digne de ce nom. Il faut que cet organe parte de la base d'une certaine manière. Mais pourquoi ça n'avance pas justement en fait? Il y a des initiatives, des propositions, mais ça n'avance pas concrètement. Oui, il y a des... parce que le procédé était mauvais dès le départ, parce qu'avant de construire un bâtiment, il faut une architecture. L'architecture, c'est la pensée. Qu'est-ce que c'est qu'une institution représentative religieuse musulmane? Donc, il faut la penser avant la construction de ce chantier. Or, on a commencé par un organe avant de refonder la pensée, puisque vous avez, dans votre introduction, signifié deux choses qui sont urgentes pour les musulmans, l'organisation, mais également la refondation de la pensée. Donc, quel islam de France? Donc, avant de penser l'organisation, il faut penser de quel islam s'agit-il. Est-ce que c'est un islam politique, ethnique, de mais quel justement, islam s'agit-il? la charte préalablement
Mais la charte des principes, en fait, a bien précisé les choses, en quelque sorte, en fait, en définissant qu'est-ce que c'est de l'islam et qu'est-ce que c'est de l'islam politique ou du salafisme ou autre. Est-ce que c'est une base suffisante aujourd'hui? Non, pas du tout. Ce n'est pas une charte doctrinale. Ce sont les imams, les théologiens qui doivent faire cette charte à partir d'une lecture de l'islam. Cette charte, elle est plus politique, qui vise à rassurer nos concitoyens qui ont peur aujourd'hui de l'islam, mais ce n'est pas bien rédigé parce que c'est plus une assignation assignée, voilà, des principes qui s'imposent d'ailleurs à tous les citoyens. Respecter les lois de la République, ce n'est pas un choix, ça s'impose à tout le monde. Donc on n'a pas besoin véritablement de dire oui, il y a l'égalité, homme-femme, le droit de changer de sa religion, etc. Mais ce sont les lois de la République qui s'imposent à tout le monde. Or, on a besoin d'une charte doctrinale, c'est-à-dire une lecture de l'intérieur de l'islam qui doit être en phase avec notre époque et en phase avec les valeurs de la République, mais en tant qu'une démarche qui vient des musulmans eux-mêmes. Et dans la charte, il y a autre chose aussi. Il y a notamment la liberté de croire ou de ne pas croire ou de changer de religion. Le Coran est très clair. Celui qui veut croire, qu'il croit. Celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. Le Coran est rempli de l'éloge de la liberté de conscience. On n'impose pas la foi. On ne garde pas non plus un musulman qui ne se reconnaît pas dans la foi musulmane. C'est le bon sens. Et ce sont des avis qui existent bien avant. Donc, effectivement, il n'y a pas un travail, justement, de refondation théologique pour dire que la liberté de conscience est inscrite dans le texte même du Coran. Et donc, d'un côté, les musulmans doivent faire un travail de l'intérieur, mais la République n'a pas besoin du consentement des religions. Les valeurs de la République, ça s'impose à tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, on peut développer justement une jurisprudence faite en France? Est-ce que c'est nécessaire? Non, moi-même, je travaille sur une théologie d'acculturation, théologie d'altérité. Donc, refonder l'herméneutique des textes à la lumière de la réalité française, c'est possible. Ça a été fait au Moyen-Âge, pourquoi pas ne pas le faire aujourd'hui? Donc, il y a des mécanismes et des ressources intrinsèques à la pensée religieuse musulmane qui pourra nous donner des réponses théologiques et éthiques pour justement réconcilier entre l'appartenance musulmane, religieuse, et l'appartenance citoyenne républicaine française. C'est possible théoriquement. Moi-même, j'y travaille, j'ai commis un ouvrage qui s'appelle La réconciliation. Sorti en 2019, oui. Oui, il y a une compatibilité. Il y a une compatibilité entre l'islam et les valeurs de la République. Tout dépend de quelle lecture et de quel islam. Et vous appelez justement les musulmans à se réconcilier avec l'islam spirituel, en quelque sorte. Ben, il faut revenir à la source. L'islam est une religion qui est devenue une civilisation sous l'effet de l'histoire. Aujourd'hui, le salafisme ou le conservatisme veut reproduire l'histoire de l'islam et pas le message coranique. Il veut reproduire l'histoire du Coran et pas le message du Coran. Et là où il y a l'erreur herméneutique, notre histoire n'est pas notre code, notre histoire n'est pas une charia, on n'est pas obligé de reproduire les interprétations faites au Moyen-Âge, les reproduire un modèle anthropologique que le Coran a pris en considération. Pas pour le canoniser, mais l'a pris en considération. Donc même dans le Coran lui-même, dans sa lettre, il y a un aspect qui est relatif au moment coranique, c'est-à-dire le modèle anthropologique, le rapport entre hommes, femmes, la guerre, etc. Mais ça, c'est de l'histoire qui est dans le Coran. Il faut faire sortir du Coran son esprit pour pouvoir l'envelopper par la culture occidentale, ici, maintenant. Donc c'est un travail un petit peu de refondation, de tajdid, de renouvellement. Le prophète lui-même a dit que chaque siècle, la religion est amenée à se réformer. Donc, ce que le Ghazali a dit. Toutes les religions qui sont des systèmes, toutes les religions qui se respectent,
ils évoluent, elles évoluent en fonction de leur contexte. Pourquoi cette règle cesserait avec l'islam? Donc c'est possible. Juste une petite question. Qui a aujourd'hui l'autorité morale et intellectuelle de mener ce travail? Écoutez, tout musulman qui a les capacités spirituelles, morales et intellectuelles de mener ce travail-là doit le mener. Et puis les gens choisissent. On n'impose pas une lecture aux musulmans. Il y a une démocratisation de l'interprétation des textes, c'est que le meilleur gagne. Au fil de l'histoire, ce sont des hommes qui ont commenté et qui ont proposé leur lecture, et c'est aux musulmans de s'en approprier. Donc effectivement, il faut qu'il y ait des leaders, des gens qui pensent et qui proposent une lecture pour leurs concitoyens afin de les aider à s'épanouir dans leur monde. Aujourd'hui, nous souffrons de beaucoup d'un discours qui ne pense l'islam qu'en termes d'interdit au lieu de penser l'islam en termes d'épanouissement. L'islam est fait pour le musulman, ce n'est pas le musulman qui est fait pour l'islam. La loi est faite pour l'homme, ce n'est pas l'homme qui est fait pour la loi. Donc il faut renverser complètement le rapport à l'interprétation du Coran. Le Coran a été révélé pour épanouir l'individu et les musulmans, en l'occurrence. Donc la soumission, la soumission, ce n'est pas une soumission coercitive, mais plutôt un épanouissement de l'individu. Le Coran lui-même implique le musulman à l'interpréter parce qu'il est il est concerné par son interprétation. Donc le musulman aura l'interprétation qu'il mérite. Merci à Tariq Obro d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Nos informations continuent sur France 24. Cette semaine dans le Paris des Arts, je reçois Mathilde Amé, comédienne, auteure, metteur en scène, ancienne danseuse. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose avec tous les mélanges qui me constituaient et donc essayer de trouver une façon de faire des spectacles, de mélanger la chorégraphie, la musique, le sound design. Ensemble, nous irons nous balader à l'Institut suédois. Et puis une rencontre avec le chanteur Sly Johnson au New Morning. Le Paris des Arts de Mathilde Amé à retrouver très vite sur France 24.